Tout le monde qui parle de crise, de division, du truc, il donne une vision négative du mouvement et ça influe négativement sur la morale des militants et des militants. Au lieu, et c'est psychique. Parce que si tu te sens faible, tu attrapes facilement les microbes, les virus et tout. Alors qu'il faut être, au contraire, renforcer l'immunité. Et pour renforcer l'immunité, c'est quoi les armes d'un militant en matière? C'est se former intellectuellement, se former dans les connaissances. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ça un peu, en étant fondateur du mouvement culturel Amazir à l'Université de Grenade et en Espagne, on a fait des colloques internationaux qu'on a publiés dans des livres et toutes ces publications qu'on a éditées sont tous épuisées. Les gens nous demandent où est le colloque d'Abdelkrim, on n'a pas. Où est le livre des Mazir du Maghreb de l'Occidentalité orientale, il n'y a pas. Où il y a la Mazir qu'on a sorti un milliard, il n'y en a pas. Ils sont tous épuisés et on peut s'épuiser au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des connaissances, des sciences incroyables dans le domaine amazigh, et vous allez vous surprendre avec les interventions de ces 3 grands chercheurs. Surtout, on veut les inviter entre 2 autres grands anthropologues maroco-espagnols. José Antonio González Alcanto, c'est l'un de mes profs en anthropologie politique et aussi prof de Mustafa Akalay, qui est vice-président de la Fondation Montgomery des études amazigh à Grenade. Maintenant, c'est devenu à l'échelle d'Espagne. Qui s'excuse du fait qu'il a une mission au Mexique. Et on voulait aussi inviter l'un des grands anthropologues aussi marocains, Abdelwahed Ben Nasser, celui qui a fait la découverte avec Jean-Jacques Houblin de nos ancêtres de l'humanité. Et on voulait l'inviter ici, mais il m'a promis. Et là, c'est une promesse que je fais directement au MCA de Marrakech directement, qu'on organise, il est prêt à organiser un voyage au site route qui est juste à 100 km de Marrakech. C'est le plus proche et on peut lui me dire, je préfère donner une conférence sur le site pour que les gens comprennent pourquoi cet ancêtre, notre grand-père de toute l'humanité, non pas des Amazirs seulement, sinon des Arabes, des Européens, des Américains, des Australiens, tous, notre grand-père, il est ici juste à côté de chez nous. Et lui, il préfère y être là-bas pour expliquer. Et en s'armant par les connaissances scientifiques, on défend mieux notre culture, notre civilisation et nos droits des Amazirs. Là, je laisse Mustapha modérer sa table ronde, mais il faut souligner, c'est vraiment un grand honneur, vraiment extraordinaire que M. Antonio Arnaiz Villena nous vienne de Madrid, de l'Université Complutense de Madrid, qu'en 2000, il a fait une première découverte sur le plan de l'anthropologie génétique. On va en parler. Ça a choqué les Espagnols, comme quoi les Basques, ils avaient une origine d'Afrique du Nord. Mais pas seulement les Basques, même les Ibères. Et après, il a continué les recherches, et à chaque fois, il nous surprend par l'anthropologie génétique. Il est plus connu aux États-Unis qu'en Espagne, pour dire un peu le paradoxe. La parole, je la cède à toi, Mustapha. Bonjour, merci Rachid. Je suis comblé de toute façon de venir, d'être avec vous. Je laisse ma casquette d'académicien, de prof à l'université l'UMF en Méditerranée de Fès, et je porte la casquette de militant amazigh et la casquette d'anthropologue de l'espace. J'enseigne l'anthropologie de l'espace ainsi que l'espagnol. C'est un honneur et donc je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs, mon grand ami, le militant Rachid, le président de l'Assemblée mondiale amazigh, ainsi que Amina Ibn Shaykh,
qui ont eu, c'est-à-dire qui m'ont offert cette possibilité d'être parmi vous. Je suis content, je suis fier de faire partie de cette Tzanazra. Ce que je suis un Irléen, je suis donc un Rifin, et par mes ancêtres, et en même temps un Shgali et un Tsimsamani. Ma famille, c'est un mélange, donc c'est un métissage. Je suis un Mrabat, un Tsimsamani, un Aqlei, un Shgali, jusqu'à tel point que dernièrement, j'ai découvert que j'ai quelqu'un de la famille qui est très connu, donc sur le plan footballistique, c'est le joueur Fellaini. Fellaini, c'est quelqu'un de ma famille que je ne connaissais pas, et donc je viens juste de découvrir que son grand-père, il était le cousin à mon père, donc un Shikari, Nishika. Merci, donc c'est un honneur d'être ici, c'est-à-dire entre vous, donc moi je donne une importance importante toujours, c'est-à-dire aux gens qui viennent assister à ce genre de conférences qui n'ont rien à envier, c'est-à-dire à une chaire universitaire. Et d'avoir la grande chance d'être surtout en ce moment avec un panel de spécialistes, d'intervenants, d'académiciens qui vont essayer de nous illuminer sur une question qui est primordiale, transcendantale, qui est la question amazigh au Maroc. Que ce soit d'abord, j'ai la grande chance d'être avec Shtato, avec qui cette année on a rendu un hommage à Rabat, au grand anthropologue Montgomery Hart, qui est notre père spirituel, et c'est vrai que je dois remercier le travail qu'a fait Rachid Racha en Espagne. C'est vrai, la cause amazigh n'était pas connue en Espagne. Et c'est grâce à Rachid, dans les années 80, qui a lancé déjà, c'est-à-dire les premiers cours de Tifinagh. Donc nous étions, je crois, pionniers avant l'IRCAM. Donc on a eu à l'époque déjà pas mal de monde qui s'intéressait de la gauche espagnole, qui venait, on faisait ces cours dans le syndicat UGT, l'Union Générale des Travailleurs. Après la fondation Montgomery Hart, on a organisé, comme l'a bien souligné, de tas de colloques, de tas de conférences. Le public, il était très sensible à l'époque, parce que les Espagnols, ils ne connaissaient pas leur dimension amazigh. Ce que les arabisants parlaient que du côté arabe, il y a un seul spécialiste qui était Pochlevi, là, qui était un arabisant, qui a un petit texte sur l'influence d'Izzy Zayren sur l'Andalous. Donc il est temps, c'est-à-dire qu'on reprenne, c'est-à-dire tout ce travail, donc on commence déjà, c'est-à-dire à sensibiliser, que ce soit le public européen, espagnol, leur dire que vous avez une dimension amazigh importante. On l'a fait grâce à Rachid, à Al-Kantoud, et surtout cette rectrice, Pilar Aranda, qui nous a aidés à l'époque. Donc moi personnellement, j'ai à ma droite Shtatou, avec qui, c'est-à-dire j'ai eu la grande chance l'année dernière de participer à un hommage à Rabat sur Montgomery Hart. C'est un grand expert de Montgomery Hart. À part, il est linguiste, il est anthropologue et surtout en ce moment, il est enseignant à l'université libre internationale libre de Rabat. À ma gauche, j'ai l'anthropologue, le PS, professeur des universités de la Complutense de Madrid, l'anthropologue de Viena, avec qui, je crois, 1 an ou 2 ans, on a célébré l'année Mahir Amazigh à Fuenlabrada à Madrid. C'était un succès sur le plan public. On a eu un tas de monde et donc je suis aussi satisfait d'avoir, c'est-à-dire participé à cette aventure avec mon ami Rachid. Et aussi, je viens juste de connaître aujourd'hui le professeur d'archéologie, le grand archéologue, M. Sebouboud, qui a fait, c'est-à-dire le tas de recherches, de séjours, et je viens d'apprendre qu'il était donc le professeur d'un grand ami à moi, donc un Rifin de Tanger, qui est maintenant le directeur du musée Mohamed VI, donc Aziz Idrissi. Donc ça veut dire qu'on est en famille. J'ai retrouvé aussi quelqu'un de mon enfance. Donc je suis content, je ne veux pas m'attarder, je vais être Moustapha le Bref, et donc je passe la parole Monsieur Youssef, Shtato, donc vous commencez. Donc à vous la parole et merci au public présent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon intervention va se focaliser sur les dernières découvertes archéologiques en Europe.
et le rapport donc, à la réécriture de l'histoire du Maroc et des peuples nazirs. Comme vous savez, depuis juillet dernier, juillet 2017, donc, le monde donc, a découvert un petit peu le Maroc sur ses découvertes. Et donc, tous les projecteurs donc, mondiaux donc, sont centrés sur le Maroc à cause d'une découverte vraiment capitale. Vous savez donc, dans l'évolution humaine, donc, du genre humain, donc, le Maroc donc, il a contribué à cette évolution. Comme vous savez, l'Afrique est le berceau de l'humanité, du genre humain, et ce n'est qu'à plusieurs millions d'années que cet être humain qui est né donc, en Afrique a immigré vers l'Europe et l'Asie et les Amériques. Donc on va vous parler un petit peu de cette belle découverte qu'a fait notre collègue et ami Abouahid Bensa, avec une équipe franco-allemande. Comme vous savez, jusqu'à, on va dire, diapo s'il vous plaît, autre diapo. Diapo. Voilà. Donc jusqu'à au mois de juillet dernier, donc, on croyait que le plus ancien fossile donc, de l'être humain qui appartient donc, à l'espèce dont nous appartenons actuellement, c'est Homo sapiens sapiens, donc provenait du coin d'Afrique. On voit ici, donc les plus anciens, revenir à l'arrière, voilà. La plus ancienne, c'est la vallée de l'Omo, donc en Éthiopie, c'est 195 000 ans. Il se trouve que le site de Jbel-Rout, donc qui est, comme a dit notre ami Rachid, donc, qui se trouve à 100 km d'ici, donc très proche, le site de Jbel-Rout a donné des ossements fossiles, donc un de les ancêtres, le Homo sapiens sapiens, et jusqu'à il y a une année, on croyait que ces fossiles humains qui proviennent de la grotte de Jbel-Rout sont datés de 200 000, donc 200 000 avant l'actuel, 200 000 ans. Donc il y a une équipe maroco-franco-allemande qui a travaillé sur le site et qui ont découvert d'autres fossiles. Et en fait, c'est grâce à l'évolution des connaissances et techniques qu'on est arrivé à bien dater les squelettes de Jbel-Rout. En fait, on a trouvé les squelettes, ils sont associés à des objets en pierre. Donc, c'est des objets qui ont été utilisés par cet homme archaïque. Et donc, c'est grâce à la technologie qu'on a daté ces objets. Donc, ces objets en silex, on peut avoir autre dépôt, s'il vous plaît. Autre dépôt. L'autre. Non. On a raté. Donc, c'est des objets en pierre qui ont été chauffés par l'homme préhistorique. Et donc, le fait d'être chauffé par le feu, donc ça peut être daté par des méthodes physiques, ce qu'on appelle la thermoluminescence. Et donc c'est à travers cette méthode qu'on est arrivé à savoir donc, à quelle époque ces hommes ont vécu, et ça donnait un âge de 305 000 ans. Donc c'est plus de 100 000 ans avant celui découvert par en Éthiopie, donc la vallée de l'Omo. Et là, donc, ça a révolutionné un petit peu les connaissances et tous les projecteurs des scientifiques mondiaux sont sur le Maroc. Donc, nous, en tant qu'archéologues, cette datation très ancienne de l'Homo sapiens de Jbel-Rout ne nous a pas étonnés, parce que quand on a étudié les squelettes de ces Homo sapiens, notamment les mandibules et le crâne, il nous a paru que les squelettes de Jbel-Rout présentent des caractères archaïques par rapport à ceux de l'Éthiopie. Donc quand on a des caractères archaïques, automatiquement, c'est beaucoup plus ancien. Donc la datation est venue un petit peu appuyer ce qu'on savait déjà. Donc Jbel-Rout maintenant, et jusqu'à d'autres découvertes, il se peut qu'il y ait d'autres Homo sapiens beaucoup plus anciens que celui du Maroc, actuellement, mais donc c'est à la recherche de prouver ça. Mais jusqu'à maintenant, le site de Jbel-Rout est le berceau de l'humanité moderne. Donc là, c'est très important pour le Maroc, et la mise en valeur de la recherche archéologique qui se fait actuellement au Maroc depuis 1986. Donc il y a la création d'un institut d'archéologie, et donc moi je fais partie de la première génération qui a été formée avant 1986. Donc on nous a envoyé en France pour faire des doctorats,
Et donc c'est nous qui sommes venus après justement de partager ces connaissances avec les étudiants marocains, notamment mon étudiant Abdelaziz ici, que j'en suis fier de lui. Quoi. Donc le Maroc perd son humanité, ça ne s'arrête pas, je déroule. On va vous montrer d'autres diapositives. S'il vous plaît. On s'arrêtera justement. Donc, on est à côté de Casablanca, de la banlieue de Casablanca. Il y a un site de renommée internationale qui est très connu chez les archéologues et les anthropologues. C'est la carrière Thomas. Donc, une des carrières qui ont été ouvertes à l'époque de l'urbanisme de Casablanca, début du siècle dernier. Et donc, Thomas, c'était le patron de la carrière. Donc, l'appellation de la carrière Thomas, c'est disons, par rapport à celui qui avait la carrière, qui était propriétaire. Quand les ouvriers ont commencé à extraire la pierre pour la construction de Casa, ils découvrent des grottes mais complètement colmatées, dont le substrat rocheux. Et donc les archéologues sont intervenus, ils ont fouillé dans ces grottes. Donc vous voyez ici, donc la photo d'en haut. Donc vous voyez, les trois hommes, ils sont placés dans un endroit où vous voyez un peu de terre qui est enveloppée dans la pierre. Donc c'est une grotte fossile. Et donc là, ils ont découvert aussi des ossements humains. Vous voyez la mandibule qui est en bas. Donc elle appartient à Homo erectus, c'est un des ancêtres beaucoup plus anciens qu'Homo sapiens. Et donc cet Homo erectus, il date entre 700 000 et 1 million d'années. Donc c'est les premiers, disons, genres humains qui a commencé à sortir donc, du berceau, le vrai berceau de l'humanité qui est le Grand d'Afrique, la Tanzanie, l'Éthiopie et le Kenya. Donc c'est Homo erectus qui a immigré un petit peu vers le nord, donc il a colonisé l'Afrique du Nord, et par l'Afrique du Nord, il est arrivé en Europe et après colonisé donc, le Proche-Orient et l'Asie. Donc ce fossile de Casablanca démontre bien que l'homme, disons, il est très ancien au Maroc. Donc, et justement, cette présence humaine au Maroc, ça contredit avec ce qu'on nous a appris dans les manuels scolaires. Moi, je me rappelle quand tous les manuels qu'on avait à l'école primaire et l'école secondaire, on parlait du peuple berbère, et donc je me rappelle très bien du chapitre, donc, Abna Mazir, donc les berbères, fils de Mazir. Donc, ils sont venus du Yémen, et ils ont traversé le Habasha pour arriver à l'Afrique du Nord. Alors que l'archéologie et l'anthropologie démontrent le contraire. Donc l'humanité, il est originaire d'Afrique. Et donc c'est à partir du Grand d'Afrique, l'Afrique de l'Est, donc après ils ont traversé le Sahara pour arriver en Afrique du Nord, et c'est à partir de l'Afrique du Nord qu'ils ont colonisé l'Europe et l'Asie. Donc ça c'est pour contredire un petit peu les théories. Donc, disons, à l'époque coloniale, il y a eu disons, une confrontation de deux idéologies. Donc, l'idéologie pan-arabe qui veut absolument, donc, disons, souder le Maghreb avec l'Arabie, et l'idéologie colonialiste européenne qui voulait nous rattacher à l'Europe. Donc, ils ont commencé à faire des études anthropologiques sur les traits physiques des berbères, les yeux bleus, les cheveux blonds, pour justifier qu'on est cousins avec les Européens, et que ça leur donne un petit peu disons, la légitimité de venir nous civiliser, parce qu'on est cousins. Donc ces deux théories sont affrontées, mais vraiment démagogiques et idéologiques, ce qui a poussé d'ailleurs un grand spécialiste d'archéologie nord-africaine, Gabriel Combs, feu Gabriel Combs, qui est mort en 2002.